Deuxième chapitre de notre module, il est consacré aux grandeurs électriques, c'est-à-dire au courant, aux tensions, à l'énergie, à la puissance, toutes ces grandeurs qui sont mises en jeu dans un circuit électrique, donc dans un système électrique, euh, et qui réalisent, enfin qui mettent en jeu l'interaction entre les différents composants. L'objectif de ce chapitre est d'apporter des connaissances sur ces grandeurs électriques, et puis d'essayer de comprendre comment elles sont liées et elles interagissent entre elles. Dans un atome, les électrons qui gravitent autour du noyau s'organisent en bandes d'énergie. Deux bandes nous intéressent particulièrement en ce qui concerne les systèmes électriques, la bande de valence et la bande de conduction. Le gap qui sépare la bande de valence et la bande de conduction, qui est symbolisée par ce trait-là, eh bien, peut être soit très important. À ce moment-là, il n'y a pas d'électrons dans la bande de conduction et il faut beaucoup d'énergie pour passer de la bande de valence dans la bande de conduction. On a affaire là à des matériaux qui sont dits isolants. Deuxième cas, le gap est relativement faible. À ce moment-là, il peut y avoir à température ambiante eh bien, quelques électrons dans la bande de conduction. En tout cas, il faut peu d'énergie pour passer de la bande de valence à la bande de conduction et on a affaire à des semi-conducteurs. Et le troisième cas, eh bien, le gap est nul. Et donc, en fait, la bande de conduction et la bande de valence sont les mêmes, quasiment, puisqu'il n'y a pas de frontière entre les deux. Et donc, il y a des électrons dits libres dans la bande de conduction. Ce cas-là, ce sont des conducteurs, et c'est le cas, par exemple, du cuivre. Dans le cas du cuivre, toutes les bandes d'énergie sont remplies par les électrons qui servent, eh bien, en fait, au lien métallique, et il reste un électron, qui est un électron dit libre, dans la bande de conduction, eh bien, qui va permettre la circulation du courant électrique. Alors, comment ça se passe? Si je considère un cylindre, eh bien, donc qui symbolise un fil de cuivre, eh bien, j'ai un certain nombre d'électrons libres dans ce cylindre, dans ce fil, et donc il suffit que je mette, eh bien, par exemple, un champ électrique pour que ces électrons soient animés d'un mouvement. Ce mouvement des électrons, eh bien, c'est le courant électrique. Si je considère maintenant une surface de ce fil électrique, de ce cylindre, eh bien, si je compte le nombre d'électrons qui traversent cette surface par unité de temps, eh bien, je vais pouvoir mesurer ce qu'on appelle l'intensité du courant électrique, que l'on nomme I de T. Dans le cas eh bien, d'un champ variable, si c'était un champ continu, on noterait ça grand I, et qui est égal donc à la variation de charge qui traverse la surface par unité de temps. Le mouvement des électrons n'est pas linéaire comme le laisse supposer la figure. En fait, si on réalise un zoom du mouvement d'un électron, on aura plutôt quelque chose qui ressemble à quelque chose comme ceci, c'est-à-dire que les électrons sont animés d'un mouvement désordonné, plus ou moins aléatoire, sur l'influence non seulement du champ électrique qui permet de le mettre en mouvement, mais de la température à laquelle se trouve le conducteur, et éventuellement d'autres éléments externes. Donc le mouvement est un peu désordonné. Globalement, tous les électrons avancent dans le même sens, mais les décharges, par leur mouvement désordonné, peuvent se rencontrer, et comme c'est des charges de même signe, eh bien, s'opposer, et donc avoir comme ça un mouvement assez aléatoire et un peu désordonné. En fait, si on fait l'analogie, c'est comme dans un couloir du métro. Si vous êtes tout seul, dans un couloir du métro, vous êtes en ligne droite, vous avancez en ligne droite et vous avancerez plus rapidement que si le couloir du métro est bondé et que dans votre trajectoire, eh bien, vous évitez les gens qui sont à côté de vous pour éviter de les bousculer. Donc vous avancez beaucoup moins vite. Donc ça, ce concept, il est matérialisé par la notion de résistance, c'est-à-dire cette notion qui est en fait la résistance au mouvement des charges dans un conducteur. Donc cette résistance, elle est égale à quoi? On peut la calculer ou la mettre en évidence par quoi? Eh bien par un premier élément qui est la résistivité, qui est une constante qui dépend uniquement eh bien, de la nature du matériau.
Elle exprime en fait la résistance à la mobilité des charges à l'intérieur du conducteur. Et puis elle est proportionnelle aussi à la longueur du conducteur, puisqu'on imagine bien que plus le conducteur est grand, plus il va y avoir un temps important entre enfin, dans la trajectoire des électrons, et donc une résistance plus importante. Et puis inversement proportionnel à sa section, puisque plus le conducteur sera grand, plus la résistance sera petite. Cette résistance s'exprime en ohms, avec comme symbole le oméga majuscule. Alors de là, ce concept de résistance a donné l'idée de le transposer comme un composant qu'on modélise en général par un rectangle surmonté d'un identificateur qu'on en général commence par R, qu'on aussi représente par cette espèce de zigzag ici qu'on va trouver souvent dans les simulateurs avec la même référence R. Et ce composant, en général, permet d'introduire dans un circuit électrique à un moment un frein dans la circulation du courant et éventuellement de contrôler l'intensité du courant électrique via ce type de composant. Ces composants donc existent avec plusieurs types de matériaux, en particulier en carbone, ou d'autres matériaux. Il y a des résistances qui supportent plus ou moins de puissance ou de température, donc qui sont plus ou moins importantes, plus ou moins grosses. Et en général, pour les composants les plus standards, on va les repérer par un code de couleur qui est représenté ici, qui se lie de la gauche vers la droite, avec ce qui permet d'identifier le sens de lecture, la dernière barre ici qui est légèrement écartée par rapport à un premier groupe. Ce premier groupe permet d'identifier la valeur de cette résistance et la dernière barre, la tolérance. Ainsi, par exemple, on lit comme couleur brun, noir et rouge. Le brun signifie 1, le noir signifie 0, et puis le rouge signifie un multiplicateur qui est ici de 100. Donc on a en fait 10 multiplié par 100 égale 1000. Cette résistance fait 1000 ohms. Avec une tolérance de plus ou moins 5%, puisqu'on identifie ici cette barrière de couleur or, plus ou moins 5%, et donc signifie que cette résistance fait 1000 ohms à plus ou moins 5%, c'est-à-dire que le constructeur garantit cette résistance entre 950 ohms pour sa valeur minimum et 1050 ohms pour sa valeur maximum. Parlons maintenant de tension électrique. Considérons un bac dans lequel nous allons mettre de l'eau avec du sel, et nous allons y plonger une première électrode constituée par exemple de plomb, d'aluminium ou de zinc. Et nous allons y plonger une seconde électrode, par exemple en cuivre. Si nous plaçons un voltmètre aux bornes de nos deux électrodes, on va voir apparaître une tension V qui témoigne en fait de la circulation de charge entre les deux électrodes. Si par exemple j'y mets une petite ampoule, je verrai apparaître un courant I s'établissant dans ce circuit et la petite ampoule s'allumer faiblement. Même phénomène, si je prends une résistance R dont nous avons parlé par exemple juste précédemment, et que à l'aide d'une circuiterie donnée, je la fais parcourir par un courant I, c'est-à-dire je la fais traverser par des charges, je vais pouvoir mesurer à ces bornes le témoignage de la circulation de ces charges à l'intérieur de la résistance via une tension V. Donc en fait, la tension V modélise le travail associé au mouvement des charges dans un circuit, et elle s'exprime en V. La tension V ou la différence de potentiel. On appelle en fait la différence de potentiel la tension aux bornes d'un circuit dans lequel le courant ne circule pas, où le courant est nul. Il s'agit donc du travail potentiel des charges stockées dans un circuit. On pourrait par exemple parler du travail potentiel des charges aux bornes d'un condensateur chargé.
Tension ou différence de potentiel exprime donc le travail associé à des charges et s'exprime en volts. L'énergie. Alors l'énergie, et en particulier en ce qui nous concerne l'énergie électrique, mais d'une manière générale, l'énergie quantifie en fait la capacité d'un système à produire un travail. Alors, en ce qui nous concerne, le travail, il s'agit du travail des charges, et nous venons de dire que le travail des charges est mis en évidence par l'existence d'une différence de potentiel, ce qui explique la présence du delta, ou d'une tension, hein, si on veut, en fonction de ce qu'on cherche à modéliser. Donc le travail des charges est donc exprimé par cette tension-là. Elle est aussi forcément cette énergie proportionnelle à la charge totale mise en jeu dans le circuit. Et donc ce produit nous donne l'énergie mise en jeu dans un circuit électrique. Cette différence de potentiel ou de tension est exprimée en volts. Le charge totale est exprimé en coulombs. Et bien sûr, l'énergie est exprimée en joules. On parle aussi, dans certains cas, de wattheure ou de kilowattheure en fonction de l'utilisation qu'on fait de cette quantité. Quand on cherche à la mesurer, par exemple, pour la facturer, on va plutôt utiliser la grandeur kilowattheure. Concept associé à l'énergie, le concept de puissance. Qu'est-ce qu'une puissance ? Eh bien, la puissance quantifie l'échange d'énergie par unité de temps entre deux systèmes. Il s'agit donc d'un débit d'énergie. On va identifier plusieurs types de puissance. La puissance fournie, celle qui est fournie par quelque chose qui est générateur à un autre système qui va être, lui, le récepteur. Donc du point de vue du générateur, on va fournir une puissance. Du point de vue du récepteur, on va absorber, plutôt le récepteur va absorber cette puissance et va la consommer soit sous forme de travail, soit sous forme de chaleur, sous forme de mouvement ou sous forme de lumière, et j'en passe. Ici, par exemple, considérons une pile, comme nous l'avons plus ou moins décrit précédemment, qui a ses bornes une différence de potentiel V, qui témoigne donc du potentiel de circulation de charge dans un circuit électrique, mais là, il n'y a pas de circuit puisqu'il est ouvert, donc le courant est nul, et on va connecter à cette pile un récepteur sous la forme d'une résistance de valeur R. Va s'établir donc dans ce circuit un courant électrique I qui témoigne de la circulation de charge entre le générateur et le récepteur. Il y a donc bien ici l'échange d'énergie entre deux systèmes et la mise en jeu d'une puissance. On pourrait le vérifier par exemple en mesurant la température de la résistance R et en s'apercevant que à cause de la circulation des charges dans cette résistance, la température de cette résistance a augmenté, témoignant donc de la consommation de l'énergie fournie par la pile au récepteur. Cette puissance mise en jeu, donc échangée entre les deux systèmes, témoigne donc du travail des charges, et donc comme il témoigne du travail des charges, cette puissance est proportionnelle à la tension V. Nous avons dit que la tension V témoigne du travail des charges dans un circuit, et puis est proportionnelle aussi à la quantité de charge par unité de temps, c'est-à-dire le courant électrique qui circule dans ce circuit. On la note en général P, elle s'exprime en watts, notée W. À retenir de ce chapitre sur les grandeurs électriques, que ces grandeurs électriques sont mises en jeu donc dans un circuit et qui permettent donc d'interagir entre les éléments de ce circuit qu'on a appelé des composants, et ces grandeurs électriques sont le courant, la tension, la résistance et la puissance. Le courant électrique s'exprime en ampères et il quantifie le débit de charge dans un conducteur. La tension électrique s'exprime en volts
Et aux bornes de 2 points, eh bien, la mesure de cette tension quantifie le travail des charges électriques dans ce circuit. Une résistance s'exprime en ohms, elle quantifie la résistance à la circulation des charges dans un conducteur. L'énergie, exprimée en joules, quantifie la capacité d'un système à produire un travail sous la forme de lumière, de chaleur ou de mouvement. La puissance électrique, exprimée en watts, quantifie les échanges d'énergie entre les différents éléments d'un circuit par unité de temps. Il s'agit d'un débit d'énergie. Et un générateur produit de la puissance qui est absorbée par un récepteur, et le signe de cette puissance permet de différencier un générateur d'un récepteur. Voilà, ceci termine donc cette partie sur les grandeurs électriques. Je vous invite à passer au chapitre suivant qui concernera les dipôles et le circuit électrique en lui-même. Je vous remercie de votre attention.